Bonjour à tous. On va commencer un dernier chapitre qui est sur la dernière thématique, ondes et signaux. En fait, sur ondes et signaux, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait l'anticonvergence, la couleur des objets et la dualité onde-corpuscule. En fait, on avait passé le tout premier chapitre, on va donc le chapitre 3 de ce thème 4, qui sont les ondes mécaniques. Et on aura fini notre programme. Miracle. Donc après, ce qu'on va faire des exercices bilan sur tous les thèmes de l'année. Donc on va faire de la chimie, etc. On va faire plein de choses. On va essayer de reprendre des exercices de base de votre bouquin. Et je vais essayer de vous en envoyer d'autres, de type bac, de façon à ce qu'on se prépare un peu aux épreuves de 3C que vous auriez dû avoir cette année pour certains d'entre vous et que vous n'avez pas eu. Alors, donc, je rappelle, on est dans la thématique, dans cette dernière thématique, 4 ondes et signaux. Et on aborde donc le chapitre 3. Les ondes mécaniques. Alors, on a déjà parlé normalement un petit peu d'ondes l'an dernier, en seconde, mais c'est vraiment simplement calculer la célérité d'une onde. En fait, on va rajouter à cette notion, dans la notion de fréquence, que vous avez déjà vu, la notion de période, et surtout la notion essentielle qui va être la notion de longueur d'onde. Parce que vous avez déjà expliqué ce qu'était une longueur d'onde du point de vue de la lumière. Elle caractérise la couleur, si vous voulez, de la lumière qu'on utilise, mais comme il y a aussi des longueurs d'onde qui sont non visibles, ultraviolet, infrarouge, ça représente autre chose. Et on va voir justement que cette longueur d'onde, elle caractérise quelque chose de bien particulier pour une onde mécanique, et d'ailleurs une onde quelconque. Ça va être non pas sa périodicité temporelle, puisqu'on a déjà vu en seconde la période qu'on associe à la fréquence, mais on va avoir un autre type de périodicité qui va être une périodicité spatiale. Je vous rappelle qu'un phénomène est périodique lorsqu'il se reproduit identique à lui-même au cours du temps. D'accord? Donc là, on parle de périodicité temporelle. Maintenant, quand on parle de longueur d'onde, on va avoir une périodicité spatiale, c'est-à-dire qu'au bout d'une certaine longueur, et non pas d'un certain temps, le phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc là, on parlera de périodicité spatiale, et c'est ce qu'on nommera la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. D'accord? Donc il va y avoir deux périodicités, non plus simplement la périodicité temporelle, mais également la périodicité spatiale. Voilà pour le résumé un petit peu de ce qu'on va faire. Et à la fin, on va décrire des ondes qui sont particulières, des ondes qui sont dites sinusoïdales, et on va commencer une description de la thématique. Donc ça va vous faire un petit peu peur, avec des cosinus, des sinus, des trucs un peu des règles de trigo, qui sont bien sympathiques au final. Alors, pour les ondes mécaniques, on va voir déjà des ondes mécaniques classiques, progressives, d'accord, ce qu'on appelle des OMP. Et ensuite, on va aller dans des ondes mécaniques progressives un peu plus spécifiques qui seront justement périodiques. Donc, petit exemple, ondes mécaniques. Progressives. Ce que je noterai OMP. Et comme d'habitude, on va commencer par une définition. Alors, qu'est-ce qu'une OMP? Une OMP est le phénomène
associé à la propagation d'une perturbation. Et le phénomène associé à la propagation donc on note d'abord la définition et après on fera des explications. D'une perturbation. Alors le terme important justement, il y en a plusieurs, ça va déjà être propagation, perturbation. Sans déplacement de matière, sans déplacement de matière, mais avec déplacement d'énergie. Déplacement d'énergie. Je vais me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise sur un mail qu'on m'a envoyé. Hop, il va falloir que je me connecte tout de suite, sinon ça ne va pas le faire. Ok. Alors désolé, je dois faire un petit aparté. Ah bah ça y est, Spider s'est ouvert. Mais ça a pris vachement de temps en fait. Alors je lance juste le truc. Exécuter. Ça va pas marcher. Ah si, ça marche. Miracle. Mais ça fait pas l'animation. Bon, c'est pas mal. Alors pourquoi tu bugs? Lucas, t'as une connexion moyenne. On va laisser un peu stabiliser la connexion. En attendant que je fasse tac. Ah, qu'est-ce que je suis là? Ah, je vais pas y arriver là. Aujourd'hui, c'est la cata. Alors, en attendant que ça se lance, donc, le phénomène de propagation d'une perturbation. À partir du moment où on parle d'onde, là, c'est une perturbation qui va se propager. Alors, pour comprendre ça, on va prendre l'exemple d'une goutte d'eau qui tombe à la surface d'un liquide. La goutte d'eau tombe, elle va perturber la surface du liquide, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des cercles concentrés qui s'agrandissent au fur et à mesure. Mais l'origine de cette propagation des cercles concentriques, c'est bien justement la perturbation du plan d'eau due à la chute de la goutte d'eau. Donc au final, dès qu'on va parler de phénomène ondulatoire, c'est qu'à la base, il y a une perturbation qui va se propager. Et la description de la perturbation va permettre de comprendre l'évolution de cette perturbation dans le milieu qu'elle occupe. Alors, est-ce que ça s'est connecté? Oui. Est-ce que je peux copier? Non, bien entendu, j'adore l'idée. Ça ne veut pas. Génial. Alors, on va y arriver. Il faut juste que ça s'appelle. Alors, on va abandonner le truc. Monsieur Retina, êtes-vous connecté? Non. Bon, moi, ça va. On va faire comme ça. Allez, je reprends, j'envoie le truc, ça devrait passer. Donc, je vais essayer de trouver une animation qui va nous permettre de comprendre les ondes progressives.
Alors, j'en avais vu une qui est pas mal. Caro, si t'as une idée, je prends. Célérité, non. La description du nom. Voilà. Les ordinateurs sont super lents au lycée aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus vite. Catastrophique. En plus, apparemment, on n'arrive pas à partager l'écran avec vous, donc on va le faire de façon différente. Monde. Autorisé. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, là en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est une cuve à ronde, on en a une au lycée. Qu'est-ce que c'est qu'une cuve à ronde? C'est simplement un plomb d'eau qui est ici. Et on a un petit agitateur qui va permettre de taper régulièrement la surface de l'eau. Donc à fréquence constante. Qu'est-ce qui se passe si il y avait simplement une fréquence un peu plus élevée? Qu'est-ce que vous verriez? Vous verriez un rapprochement. Ça marche mal. Voilà. Déjà, on va baisser la fréquence. Donc, si vous baissez la fréquence, vous voyez que la succession de ces ondes que vous voyez, qui sont vraiment cette variation de hauteur au final de la surface de l'eau, on va dire que quand c'est blanc, c'est une hauteur, ça monte un peu plus. Quand c'est noir, ça descend. Et on va pouvoir mettre un flotteur, justement, pour regarder. Donc si je mets un flotteur à cet endroit, on va regarder l'altitude du flotteur. Ça marche pas du tout comme je voulais. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Ce flotteur, il passe par des moments où il est plus bas et des moments où il est plus haut. En fonction de la perturbation, quand la perturbation traverse une. Alors, ce qui est important, est-ce que le flotteur bouge en suivant justement la direction de propagation de votre perturbation? Vous pouvez nous envoyer le lien de cette animation. Ouais, ça je peux. Alors, restons. Eh oui, il bouge pas le flotteur, justement, c'est là-dessus que je voulais venir. Alors, j'arrive pas comme ceci. Et cool. Tac. Alors, prends un lecteur flash, par contre, pour l'aide. Attends, ouais. Ton flotteur. Alors, si tu regardes bien, tu vois, il s'enfonce et il remonte. D'accord? Ça, c'est justement, en fait, quand vous êtes sur l'eau, vous faites la planche sur la mer, quand la vague passe, vous montez. Quand la vague est passée, vous redescendez. C'est exactement ce que fait le flotteur. Il monte et il descend. Mais maintenant, ma question, c'est est-ce que le flotteur bouge en suivant la direction de la propagation?
de la perturbation. La perturbation, elle part du centre, puis elle se développe de façon circulaire autour de son point. Exactement. Non, ça ne bouge pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de déplacement de matière. C'est le déplacement d'une perturbation sans déplacement de matière, parce que la matière, elle, ne bouge pas. Mais c'est de l'énergie pure qui est transportée, qui permet de faire ces variations. En fait, si on prend la colonne d'eau qui est dans cet endroit, la colonne d'eau, elle n'a pas bougé. Elle reste exactement au même endroit. Alors oui, elle a bougé de façon transversale, verticalement, mais elle revient à son état initial après. Donc, au final, il n'y aura pas eu de transport de matière. Voilà pourquoi dans la définition d'une onde mécanique progressive, on dit que c'est une propagation de perturbation, le petit coup en haut, sans déplacement de matière, puisqu'on voit bien que le flotteur ne bouge pas, au final il reste à la même place, mais avec déplacement d'énergie. Et ça, c'est une définition en général qui tombe tout le temps, tout le temps. Définir une onde mécanique progressive. Alors après, ce qu'on fera, là, je vais tout de suite vous montrer tant qu'à faire. Ça sera pour l'an prochain. On mettra une deuxième perturbation. Et voilà ce qu'on observe. On observe des phénomènes d'interférence. Donc ça, ce sera ce qu'on verra pour la suite. L'an prochain, il y aura toute une partie là-dessus. On expliquera justement pourquoi, là, on arrive à avoir des phénomènes qui se croisent, etc. Et à voir qu'est-ce que c'est qu'une interférence par la suite. Voilà pour celui-là. Hop, je vais rallumer et puis on va faire. Donc ça, c'est la définition d'une OMP. D'accord? Alors, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il existe deux types d'OMP. Pareil, ça, au bac, ça tombe toujours. On va vous demander de quel type d'onde mécanique progressive le sujet étudié correspond. Donc, petit 2, les deux types d'OMP. Deux types d'OMP. Alors, en fait, ça va dépendre de la direction de la propagation de la perturbation et de la direction de la perturbation elle-même. Ça a l'air complexe comme ça, mais en fait c'est très très simple. Par exemple, j'ai mon plan d'eau, d'accord, ma goutte tombe, quelle est la direction de propagation de l'onde? Est-ce qu'elle est horizontale ou verticale? Elle est horizontale. Ma goutte tombe et sur la surface de l'eau, j'ai une onde qui se propage horizontalement. Maintenant, l'origine de la perturbation, c'est-à-dire la goutte d'eau qui tombe, quelle était sa direction? Est-ce qu'elle était verticale ou horizontale? Verticale. Donc en fait, là, on a un lien entre la direction de la perturbation verticale et la direction de la propagation de la perturbation, qui est horizontale. Dans ce cas-là, on dit que l'on a une onde transversale. Quel va être l'autre cas? Si par exemple je prends un ressort, on n'a pas des gros ressorts, Caro? Tu peux me répondre là de suite? Ah, dommage. Ça m'aurait plu. J'aurais pu sortir le truc. Alors, on va essayer d'imaginer quelque chose. Est-ce que je peux trouver une animation là-dessus? Oui. Bah oui, venez, tout bêtement. Transversal. Ok. Bah, je vais vous remettre les animations. Tout bête. Et on va voir la différence entre les deux. Donc, c'est sur le site PTCL. Vous avez plein d'animations. Donc, on va déjà parler de cette onde transversale. Okay.
cela mis là. Alors là, le premier exemple, qui est tout bête, on a une corde. J'arrive à réduire. Donc, ici on a une corde qui est au repos, tout bêtement. Et cette corde, ben, je vais la perturber. Comment on perturbe une corde? Un petit coup de main. Ici. Donc, là, on va faire une perturbation qui va être dans quel sens? Si j'ai ma corde, là, je la perturbe dans ce sens. La perturbation est comment? Verticale. Très bien. Non, Quentin, elle n'est pas horizontale. Faire une perturbation horizontale, il faudrait que je pousse la corde. D'accord? Donc, prendre ma corde, on peut le faire avec un règle, hein, bêtement. D'accord? Je crée une perturbation verticale et cette perturbation se propage. Donc, si on le fait au long d'une corde, ça va être la même chose. Là, je prends la corde et je crée une perturbation verticale. Comment va être la propagation de cette perturbation? Horizontale. Donc dans ce cas-là, on a bien une direction de propagation qui est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Donc on va le faire. Alors, comment ça se lance ce truc? Voilà. Donc vous voyez, ma main s'est agitée et hop, j'ai une perturbation qui se propage le long de la corde. Elle va mettre un certain temps pour arriver à la fin, à la longueur de la corde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a bien pas de déplacement de matière. Pourquoi? Parce que s'il y a des déplacements de matière, ça veut dire que la corde se désintègre au fur et à mesure et la matière va se déplacer le long de cette corde. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a simplement de la matière qui est déplacée de façon verticale et qui revient à son état initial. Donc, grosso modo, la matière ne s'est pas déplacée. Il y a simplement eu un déplacement d'énergie. Donc ça, c'est, on en voit aussi ce lien, c'est, hop, et là, copier, coller, hop. Ça, c'est donc cette animation d'un premier type d'onde, des ondes qu'on va appeler transversales. L'autre type d'onde que l'on va avoir, hop, que je le retrouve, alors, là, voilà, il n'est pas là non plus, je vais avoir, UCL. Ça va être des ondes, au contraire, où le signal, la perturbation, sera dans la même direction que l'évolution de la perturbation. Alors, elle est là. Alors, est-ce que je peux réduire? Non. Ça, ici, ok. Et donc là, on a un ressort. Le ressort, c'est l'exemple parfait, justement pour une perturbation qu'on va appeler longitudinale. Je copie ça, copier. Ah ben merci, Caro, tu l'as déjà fait. Trop bien. Merci, peut-être. Ouais, ça c'est des activités. Je ne prends pas celui-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Un ressort cette fois-ci. C'est vrai qu'on pourrait aussi le perturber verticalement. Hein. Et on aurait aussi une propagation. Mais par contre, là c'est un peu plus complexe. Au lieu de le perturber verticalement, on va le taper horizontalement. Je vais faire le ressort 1. La souris. Pas encore au point. Hein. Donc ça tape, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les ressorts se compriment, se décompriment, et on a cette perturbation de départ qui se déplace au fur et à mesure
le long du ressort. Donc, on a bien une perturbation qui est horizontale et qui se déplace de façon horizontale. Dans ce cas-là, la direction de la perturbation est la même que la direction de la propagation. On dit donc qu'on a une onde longitudinale. Un exemple d'onde longitudinale, d'après vous. Alors c'est vrai que vous auriez dû le faire en seconde, mais ça parce que on le fait. Vous l'avez pas fait. Alors, qui a une idée d'un exemple d'une onde longitudinale autre qu'un ressort de cette situation? L'onde se déplace dans la longueur. J'aime pas trop ta définition. Parce que quoi qu'il arrive, une onde se déplace sur une certaine longueur. Donc c'est mal dit. Mais je vous donnerai les définitions exactes. Alors, qui a une idée d'une onde, un projectile qui entre en collision avec un onde? C'est pas une onde, un projectile. Parce que là, ça dépend vraiment d'un phénomène mécanique. On peut pas... Un projectile, c'est pas une perturbation. D'accord? C'est un système en lui-même, donc tu peux pas parler d'onde. D'autres idées? Allez-y, lancez les idées. Vous êtes violent ce matin. Quand on frappe dans un corps. Pareil, le fait de... Alors, est-ce que c'est la conséquence de frapper dans un corps ou est-ce que... Et donc... Ah, d'accord. Donc tu penses que quand tu frappes... Je suis pas d'accord, parce que quand tu frappes, tu as une perturbation qui est perpendiculaire à la surface de ton corps, et par contre, ça va se propager de façon le long de ton corps. L'onde. Donc pour moi, c'est une onde qui va être transversale. Avec un élastique. Clémentine, précise. Ouais, bah alors un élastique avec la corde, tu fais ça, ce sera transversal. Ce ne sera pas longitudinal. Là, moi, ce que je vous demande, c'est vraiment un exemple d'une onde longitudinale. Ah, ça c'est intéressant. Parce que, en fait, dans les séismes, tu as les deux types d'ondes qui apparaissent. Tu as des ondes de compression, donc des ondes longitudinales, mais tu as aussi des ondes de cisaillement. D'accord? Et ces ondes de cisaillement, ce sont des ondes transversales. Donc ces deux types d'ondes existent, et ça pareil, elles ne se déplacent pas à la même vitesse, c'est pour ça en fait qu'on n'a pas les mêmes ressentis, en général on a deux ressentis différents quand un séisme apparaît. On a alors je ne sais plus lequel premier, les compressions, qui celles-là sont intrinsèquement pas trop graves, mais celles qui sont super dangereuses, c'est les ondes de cisaillement, celles qui font s'effondrer les immeubles. Donc oui, Mathis, je dis bonne réponse. Maintenant, il y en a une autre qu'il va vraiment falloir comprendre, ce sont les ondes sonores. Qu'est-ce que c'est qu'un son? En fait, un son est une onde périodique, est une onde mécanique progressive. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle, vous faites vibrer vos cordes vocales, cette vibration de cordes vocales fait vibrer l'air, et en fait l'air, qu'est-ce que c'est? Simplement des molécules. D'accord? Et le son qui traverse ces molécules va être soit comprimé, soit décompressé. Donc on va avoir des zones de compression et des zones de dépression successives, qui vont se propager jusqu'au récepteur qui est l'oreille, qui vont faire vibrer le tympan en onde mécanique, et donc qui va transformer cette vibration en signal électrique qui va être analysé par votre cerveau. Mais le son au final, c'est simplement le passage d'une perturbation de vibration, donc des molécules d'air, une variation de pression qui va se propager. Et cette variation, elle est horizontale. Et en fait, la direction de propagation étant horizontale. Donc le son est une onde longitudinale et non pas transversale.
Tout ça, on va le préciser au fur et à mesure. Ok, je vais rallumer et on va écrire les textes. Éteindre. Alors, on va commencer par lorsque la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, on va dire ça, lorsque la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. L'onde est dite transverse. Transverse ou transversale? Je crois qu'ils veulent dire transverse. L'onde est dite transverse. Donc, quand la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la propagation, et là, ça, c'est le premier cas. D'accord. Deuxième cas, c'est l'onde longitudinale. C'est lorsque la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation. Tout bêtement. Donc, lorsque la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation, l'onde est dite longitudinale. Marelle, qu'est-ce que tu n'as pas compris que j'ai écrit? Il y a des lettres que tu n'arrives pas à lire? Non, on ira. Alors, sur votre bouquin, en fait, votre livre numérique, vous avez deux exemples. Le doc 2, 325. Donc là, on va avoir l'onde transversale. Transverse. On va arrêter les choses dans cette pensée. Transverse ou transversale. J'accepte les deux. Donc c'est ce qu'on appelle une onde transverse. Et le doc 3, c'est l'exemple de l'onde longitudinale. Donc en fait, pour l'onde transversale, ils prennent la corde. Pour l'onde longitudinale, voilà. Mieux, ils prennent le ressort. Classique.
Est-ce que vous avez bien compris la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale? Ça, c'est essentiel. Marraine. On va faire un schéma pour marraine. Ça va être plus simple. Si le déplacement de l'onde, on le considère comme tel, d'accord? Donc, déplacement. C'est même pas déplacement, propagation. Donc, l'onde se propage tout le temps de façon horizontale. On va considérer ça. Si maintenant, la perturbation qu'on lui donne, elle est verticale, si on fait une perturbation dans ce sens, ou alors on fait une perturbation dans ce sens. Ma corde, c'est le milieu de propagation. Je la perturbe horizontalement. L'onde, elle va être transverse. Si maintenant je prends un ressort horizontal, je pousse le ressort, la perturbation est horizontale, donc on a une onde qui est dans la même, qui a une perturbation qui est dans le même sens que la propagation, donc on dit que l'onde est longitudinale. C'est l'essentiel à comprendre pour pouvoir ensuite mathématiser les choses. Miracle! Marais l'a compris. On verra bien sur le quiz. Le quiz arrive prochainement, donc sur le chapitre précédent. Hein. Donc je vous l'enverrai. On fait juste quelques petits tests. Il y a beaucoup de questions ouvertes, je vous signale. Ça va être beaucoup. Il y a une partie QCM, il y a peut-être un gros exo questions ouvertes. Je ne dirai rien, Monsieur Marel. Ok. Alors, maintenant qu'on a caractérisé cette onde, première chose, est-ce qu'on a une onde mécanique progressive? On caractérisera le fait, est-ce qu'elle est longitudinale ou transversale? Maintenant, une onde, elle va se déplacer à une certaine vitesse. D'accord? Et donc, on va parler non pas de vitesse classique, mais on va plutôt parler de célérité. Célérité de la lumière, célérité d'une onde, c'est vraiment la vitesse à laquelle se propage l'onde. D'accord? Mais plutôt que parler de vitesse, pour un objet matériel, lorsqu'on a un objet immatériel, comme une onde, d'accord, c'est quelque chose d'immatériel au final, puisque c'est un déplacement d'énergie, on va parler de célérité et non plus de vitesse. Après, pour vous fassiez l'amalgame entre les deux, on ne va pas encore finaliser la vie. Mais ça, la définition en elle-même, elle est importante, de savoir faire la différence entre vitesse et célérité. Donc, en petit, célérité d'une onde. Et vous allez voir, en fait, vous connaissez déjà le d'une onde. Tout bête. La célérité d'une onde, alors, je vais prendre la même notation que le bouquin. Ils ont pris quoi pour le bouquin? Ouais, ils ont pris V. Ça me gêne un petit peu. Mais bon, on va utiliser pareil. Donc célérité, ils le mettent en V, pour vitesse. C'est égal à la distance que parcourt l'onde sur une certaine durée. Je pense que cette formule, vous la connaissez depuis longtemps. Maintenant, vous voyez, on s'en sert tout le temps. Alors, V, c'est ce qu'on appelle donc la célérité. Qui s'exprime en mètres par seconde. D, c'est la distance parcourue par cette onde. C'est en mètres. Et delta T, j'insiste sur delta T, puisque c'est une variation d'instant, donc c'est une durée, c'est la durée de parcours. Durée de parcours qu'on exprime en
Alors, je vais remettre les animations, une fois que vous avez noté ça, de façon à ce qu'on voit que, en fonction de différents paramètres, la célérité d'une onde peut changer. Tout bêtement, si on pense au son, vous savez que le son se déplace à une vitesse dans l'air de 340 mètres par seconde approximativement. Ça, c'est un TP. D'ailleurs, on ne saura pas pour le faire. Ouais, je vais essayer de vous faire un truc après. On verra. Donc 345 mètres par seconde dans l'air, mais maintenant dans l'eau. Le son se propage dans l'eau. Est-ce que ça va plus vite ou moins vite? Est-ce qu'il se déplace plus vite dans l'eau que dans l'air? Ah, oui, vous êtes très d'accord entre vous. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre, en fait. Pourquoi, d'après vous lancez le truc, mais vous n'essayez pas de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que un son peut se propager? Je vous ai dit que c'était des vibrations des molécules qui permettent justement le son de se propager. Alors, justement, si on est dans le vide, est-ce que le son se propage? Non, exactement. Pourquoi? Parce que le son a un besoin d'un milieu matériel pour pouvoir se propager. S'il n'y a pas de molécules d'air, s'il n'y a pas de liquide ou s'il n'y a pas de solide, le son ne va pas se propager. Maintenant, réfléchissons un peu. Dans l'air, on a des molécules, et dans l'eau, on a aussi des molécules, mais d'autres types. Mais surtout, qu'est-ce qui différencie l'air, qui est un gaz, de l'eau, qui est un liquide? Du point de vue moléculaire, qu'est-ce qui les différencie? Les molécules sont plus proches dans l'eau que dans l'air. Oui, je dirais que... Exactement, Mathis. Loin tout droit. Voilà, vous avez tous raison. Tout à fait. Comme les molécules sont plus rapprochées, la densité est plus importante, donc la perturbation va pouvoir se propager beaucoup plus rapidement. Et donc on peut même imaginer un autre cas, dans un solide, parce que le son se propage dans les solides. On prend un tuyau d'acier, même un tube d'acier, on met son oreille, quelqu'un tape de l'autre côté, on entend le son. D'accord? Donc, la vitesse de propagation, est-ce qu'elle sera plus rapide dans un solide ou dans un liquide? Exactement. D'accord? Et vous voyez, là, on n'a fait aucun calcul, on a simplement raisonné sur la matière en elle-même, sur la constitution de la matière. Faire de la physique, c'est ça. Alors, bien entendu, tout ça, ça se met en équation. D'accord? Et on va voir que la célérité du onde va un peu dépendre de la densité. D'accord? Ça, c'est au problème de terminal. Là, on va rester sur des choses assez basiques. On va apprendre à mesurer les célérités de différentes ondes, de différents phénomènes. En terminale, on ira plus loin, c'est là où on va commencer à approcher vraiment des phénomènes et on va essayer de comprendre justement toutes les différences entre liquide, solide et gaz et comment une onde se propage à l'intérieur de ces différents éléments. D'accord? Là, on pose des bases. C'est pas un chapitre qui est ultra complexe. Je vous dis de suite, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de compréhension de phénomènes. Et si vous arrivez en terminale avec la compréhension de ces phénomènes que vous avez en première, ça va, on va gérer. Alors, ouais, je voulais remettre l'animation juste pour vous montrer quelque chose. Hop, j'éteins la lumière. Alors justement, on va commencer par ça, par ce ressort, ces deux ressorts. Donc, le premier ressort, on va remettre à 0. On voit que la perturbation, pour aller de ce point jusqu'à ce point, elle met 2,56 secondes. Maintenant, on prend un ressort, mais cette fois-ci, l'espacement entre chaque branche du ressort, si vous voulez, est un peu plus grand. 4
est-ce que ça va mettre plus de temps pour se propager sur la même distance ou moins de temps? Ah ouais, non. Eh bien, ça a pris moins de temps. Pourquoi? Parce que justement, il y a moins. C'est pas exactement comme. C'est pas la densité là qui est importante. La constante de raideur du ressort. Le ressort va pouvoir propager la perturbation de façon beaucoup plus rapidement vu que la distance à parcourir sur une des spires va être plus courte. D'accord? Mais on peut exactement avoir le même type de matériau. Mais maintenant, le forger différemment. Donc là, en fonction de la forme du ressort, on a un temps de parcours qui va être plus court. Ça, c'est pour celle-là. Après, si je reprends l'autre. Okay. Alors, corde 1, corde 2, ok. Donc là, j'ai des cordes d'épaisseur différentes. Corde 1, grosse épaisseur, voilà, la plus grosse épaisseur. On y va. Où est-ce que je peux lancer le truc? Ah la vache, super avant quoi. Donc, corde 1, corde épaisse. La perturbation se propage et elle va mettre un temps fou pour arriver au deuxième détecteur. Après, je prends la corde 3 directement. Bon alors, 4 secondes 20. Si maintenant je prends une corde plus fine, on perturbe. Donc ce qu'on va constater, c'est justement que ça va être moins de temps pour parcourir la même distance. Donc en fait, on voit bien que la célérité d'un signal, d'une onde, puisque une onde c'est un signal, va dépendre du milieu. Alors ça ne va pas dépendre de la forme de l'amplitude. D'accord? Mais ça, c'est très important. C'est en fonction du milieu dans lequel l'onde se propage, elle ne va pas se déplacer à la même vitesse. Et donc, même si on donne une même caractéristique de départ à la perturbation, en fonction du milieu dans lequel elle va pas avoir le même comportement. Et comment est-ce qu'on va pouvoir modéliser ces choses? On va un petit peu réfléchir. Parce que le monde, à la base, c'est un phénomène périodique qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. Donc, la perturbation, on va considérer ça comme un phénomène périodique. Maintenant, elle ne va pas interagir de la même façon en fonction du milieu qu'elle rencontre. Et donc, là maintenant, ce sont ces ondes mécaniques progressives particulières qui vont être périodiques. Alors, je rallume. Ça, c'est juste. Et donc, en fait, au grand 2. Là, on a posé les définitions de base sur les ondes mécaniques progressives. On va rajouter un petit terme, les ondes mécaniques progressives périodiques, parce que c'est celles-là qui nous intéressent et qui sont les plus facilement modélisables mathématiquement. Donc, ondes mécaniques progressives périodiques. Grand 2. Ondes mécaniques progressive, périodique. Chose que je note, O, M, P, P. Donc on va les définir, comme tout à l'heure. Donc, une OMPP, une onde mécanique périodique progressive, déjà, c'est une OMP, c'est une onde mécanique progressive qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps réduits.
se reproduit se répète identique à elle-même, à intervalles de temps réguliers. Temps régulier. C'est-à-dire que si on considère un intervalle, un intervalle de temps, on va retrouver le même signal, la même forme de perturbation. C'est que la perturbation qui est dans l'origine de l'onde est périodique également. Alors, lorsqu'on a une OMPP, on va pouvoir définir ce qu'on appelle la période. Chose qu'on a déjà fait en seconde. D'accord ? Vous vous souvenez, les battements du cœur sont périodiques. Ils se répètent au cours du temps, identiques à eux-mêmes. Sur un intervalle de temps bien précis. C'est sûr que si on regarde sur toute une journée, vos battements de cœur, ils ne vont pas avoir la même fréquence en fonction de est-ce que vous faites une activité physique ou est-ce que vous êtes au repos. Mais sur une période de temps assez courte donnée, on peut considérer que les battements du cœur sont périodiques. Alors, justement, allons définir ces termes de période et de fréquence. Période et fréquence. Les Marel, fréquence, c'est avec un C. Alors, la période temporelle, ça va être la plus petite durée, au bout duquel le point d'un milieu se retrouve dans le même état de vibration. Ça, c'est la définition. On va essayer de comprendre après. Donc voilà la véritable définition de la période. La période temporelle, on note grand C, correspond à la plus petite durée au bout de laquelle le point d'un milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Alors, je vais essayer de vous faire des schémas pour que vous compreniez le truc. Comment faire ? Ouais, on va essayer de faire ça n'importe comment. Alors, je l'avais jamais fait comme ça, mais je me dis, allez, on va tenter. Non, ça marche pas si je fais ça. Est-ce que je peux faire plutôt... On va essayer. Alors, dessinez pas tout de suite, je vais voir si ce que je fais marche. Je l'ai jamais testé. Donc, à
t égale 0. Donc là, c'est mon milieu en X. Et j'ai une vague et je vais considérer un point de mon milieu. Par exemple, on va prendre le point. Donc le point M, là, il subit la perturbation quand il est au plus haut. Maintenant, si on est à T égale, on passe le plan, à T1, ça va être T0, 0. La période sur 4. Mon point va être dans quel état vibratoire? Il va se retrouver ici. Pourquoi? Parce que ma perturbation, mon onde, au rouge, se sera déplacée d'un quart de sa période. Donc, il sera là. Là. Ici, je serai au maximum. Là. Là, je serai au 0. Là, je serai au max. Là, je serai à 0. Et là. Voilà. Donc, à un quart de période, mon onde rouge s'est décalée un petit peu. D'accord? Mon point M, qui était à un maximum, se retrouve à 0. Si maintenant je redessine à T1 est égal à T sur 2 cette fois, où va être le point M? À quel endroit d'après? Exactement, au pic le plus bas. Sa position en X, elle ne change pas, puisqu'il n'y a pas de déplacement de matière. Par contre, sa position en Y change, et elle change de façon sinusoïdale aussi. Si maintenant j'exprime la position Y en fonction du temps, j'aurai bien aussi une sinusoïde, qui ne dépend pas de la sinusoïde de la perturbation, d'accord, qui, elle, est décrite comme une fonction de X. Et c'est ça qui va être super difficile pour vous. C'est d'arriver à décorréler ces deux choses de façon à comprendre que la perturbation est indépendante de la position de mon point M, de la position de mon onde. Donc si je dessine à T sur 2, mon point M, on a dit cette fois-ci, sera un minimum. Et donc je vais avoir, donc quand là j'étais un maximum, je deviens égal à 0, hop, là je deviens un maximum, là je deviens un minimum. Ça, là je suis un 0, hop, là je suis un maximum, là je suis un 0, là je suis un minimum. D'accord? Donc on voit bien cette perturbation qui se propage, et la position du point M en X reste la même, pas de déplacement de matière, mais M oscille de façon verticale. Et donc si après je regarde à T3 égale la période, là je me retrouve comme à T0. C'est-à-dire qu'au bout d'une période, la position de mon point M se retrouve dans le même état vibratoire que précédemment. D'accord? Quand je suis à une période, la forme de ma perturbation et donc la position de mon point M, donc l'espace
comment j'avais noté ça, le point M qui caractérise le milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Donc se retrouver dans le même état vibratoire, au final, c'est que spatialement et temporellement, alors spatialement, on se retrouve dans la même position. D'accord? Et ça se fait au bout d'un certain temps. Ce temps, c'est ce qu'on appelle une période. Alors avant, en seconde, vous avez défini la période de façon vachement plus simple. J'avais dit, c'est le temps au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que la Terre tourne autour du Soleil en une année. Donc la période de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est 1 an. Maintenant, on pourrait très bien analyser ça comme un phénomène vibratoire. La Terre, perturbation de l'espace, elle a une périodicité temporelle d'une année. Ou le même état vibratoire au bout d'1 an. Et c'est là qu'on commence à faire le lien entre de la physique mécanique et de la physique des ondes. Et il y a beaucoup de théoriciens actuellement qui essaient de faire ça. La théorie des cordes, qu'est-ce que c'est? C'est d'assimiler chaque élément, chaque particule, un proton, un électron, un neutron, comme un mode de vibration d'une corde particulière. Qu'est-ce que c'est qu'une corde? C'est une vibration le long d'une corde. C'est ça qu'on parle quand on exprime une corde. Toute la physique pourrait être interprétée en termes ondulatoires. D'accord. Ouais, vous pouvez recopier. Oui, c'est juste. Merci, Mathis. Je referai ça, je vais rajouter sur mon cours. Mais j'étais pas sûr d'arriver à le faire correctement, donc je préfère un peu vous laisser le temps. Alors, donc T est en secondes, bien entendu. Hein, c'est la période s'exprime en secondes. Et qui est-ce qui impose la périodicité d'une onde mécanique progressive périodique? Quelle en est l'origine? D'après vous. Alors, je répète. Qui impose la périodicité d'une onde? Quelle est l'origine de la périodicité d'une onde? D'où ça vient? Exactement. C'est la perturbation en elle-même qui impose la périodicité. D'accord? Donc c'est parce qu'on a une source qui perturbe le milieu de façon périodique que l'onde qui se propage va également être périodique. Un son, tout bêtement, un diapason. D'accord? Un diapason, c'est un... Je vais vous en chercher un, le temps de vous recopier. Donc, ça, c'est un diapason. Ça permet d'émettre des sons purs. Si je place mon diapason, le diapason, ça le perturbe et ça le fait vibrer. Et cette vibration crée une fréquence, fait vibrer les molécules d'air autour d'elle de façon périodique. Et si on enregistre le signal électrique qui est généré par cette vibration, eh ben, on va retrouver un signal périodique. Donc ça, c'est l'instrument le plus basique pour pouvoir créer des sons périodiques. Donc, une OPPM. D'accord. C'est là. Là. Mais non, attends. Non, pas de mettre là, sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà pour le diapason. Alors, pour vous montrer aussi comment on enregistre un son, etc., mais ça, on va le faire en terminale. Est-ce que vous avez eu le temps de... Ça sature le micro. Tu m'étonnes. Oui. Désolé, là, je pensais pas.
Ouais, pourtant, moi, ça a fait saturer le micro. Dingue. C'était pas voulu, désolé. Vous avez fini de recopier le schéma au lieu de saigner les oreilles. Bon, bah ouais, ça m'étonne pas. Je vais passer à droite, comme ça je vais pouvoir continuer à... Donc là, on est sur la notion de périodicité temporelle, ce qu'on appelle simplement la période. Donc, tout ça, je le rappelle, la période T est imposée par la source de la vibration, par la source de la perturbation, par la source de la vibration, de point, par la perturbation lumineuse. D'accord ? Alors, à cette période, on y associe une fréquence. Alors, je vous laisse finir. Non, attends, je vais voir. Salut, toi, comment on dit ? Ah, trop bien. C'est bon ou pas, Clémentine? Quentin? Oui. Ok. À la maison, est-ce que vous avez tous la possibilité d'avoir 2 smartphones ou 2 tablettes? De toute façon, maintenant, vous êtes déconfinés, au final. Si vous habitez pas loin les uns des autres, vous pouvez prendre chacun votre tablette ou chacun votre smartphone et vous pouvez essayer de réaliser le TP de la page 323. Donc si on ne va pas le faire. C'est une activité numérique qui utilise Stopwatch. C'est une appli gratuite. Et c'est un peu rigolo à faire. Et celui-là on corrigera, je pense. Alors je ne sais pas encore comment, mais moi je suis tout seul pour le faire, ça je vais le dire. Alors, on continue toujours. Donc, à cette période temporelle,
temporelle, on y associe une fréquence. On y associe une fréquence. Avec plaisir, on peut le faire. Alors, qui peut me redonner la définition de la fréquence d'un phénomène périodique que vous avez vu en seconde? Ça, c'est la définition. Ok, je suis d'accord, c'est la formule mathématique. À quoi ça correspond physiquement? Parce que pareil, vous l'avez appris par cœur, mais vous ne savez pas à quoi ça correspond. Et ça, c'est dommage. En quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'inverse de la fréquence, au final, physiquement? L'inverse de la table. Le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Très bien. Qui se reproduit sur une durée bien précise. En fait, la fréquence, c'est le nombre de fois que le phénomène se reproduit en une seconde. D'accord? Après, je vais vous l'expliquer. Donc, on va noter la définition, on va noter la formule, mais on va expliquer d'où ça vient. Et si vous comprenez ce genre de choses, vous allez voir que les formules futures, elles vont être beaucoup plus simples à comprendre, plutôt que d'apprendre une formule complètement parfaite. Donc, la fréquence, 2 points, c'est le nombre de fois que le phénomène se répète, identique à lui-même, en une seconde. D'accord? Donc au final, c'est vrai que F, c'est l'inverse de la période. Pour former la fenêtre, bien entendu, F est égal à 1 sur Q. Donc F étant F, et T étant seconde. Donc, en une période explicative, en une période T, le phénomène s'est reproduit combien de fois, identique à lui-même? Une fois. Évidemment. En une période, un phénomène. En n périodes, il y a eu n phénomènes. D'accord? Donc, quel est le lien entre les deux? Si pour... comment je vais faire ça? Donc, en une seconde, il y aurait combien de phénomènes? Ah non, pas en une seconde. N phénomènes en n périodes t. Ça veut dire que delta t est égal à n fois t. D'accord? Il y a n phénomènes. Donc en une seconde, il y en a
1 fois n divisé par n fois t. C'est-à-dire 1 sur t. Donc on voit bien qu'en une seconde, il y a 1 sur t fois phénomène. Ce qu'on appelle la fréquence. Oui ou non? Alors ça c'est sûr, je ne montre pas 10 secondes. Là, vous ne comprenez rien. Maintenant, vous devez commencer à avoir cette approche un peu différente. Alors, ça devient important de voir que les formules qui sont simples, en fait, elles ont une explication derrière. Et là, cette explication, elle vient du fait qu'en une seconde, la définition même de la fréquence, c'est le nombre de fois que le phénomène se répète dans ce cas lui-même, en une seconde. Donc, vous regardez si en t périodes, on aurait très bien pu le faire avec ça, hein, en une période, donc en une durée t, il y a un phénomène, donc en une seconde, il va y avoir 1 fois 1 divisé par t. Alors, ça revient exactement au même. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Version un peu plus simple, version beaucoup plus complexe, mais qui va permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans les explications. D'accord? Voilà, ça, c'est vrai, je ne montre pas aux secondes. Ça va plus les perturber qu'autre chose. Mais en première, beaucoup. Alors, on va finir sur la dernière notion, qui est donc une nouveauté du point de vue ondulatoire, mais dont vous connaissez le terme, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et là, on va toucher le point un petit peu. Alors, c'est facile d'un point de vue équation, etc. C'est très simple. Maintenant, c'est la compréhension de ce que ça représente physiquement, qui va être un petit peu plus complexe. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, cette notion de longueur d'onde, je la comprenais sans vraiment la comprendre. Ce que je vais essayer de vous faire passer, là, c'est vraiment ce distinguo que vous devez avoir entre longueur d'onde, fréquence et période. Et donc, on attaque sur petit 3, la longueur d'onde. On note lambda. Alors, que vont-ils? Donc, on a parlé de périodicité temporelle, mais je vous ai dit qu'une onde avait une autre périodicité qui était une périodicité statique. C'est sûr, parce que au bout d'une certaine distance, si on active une corde, comme on l'a vu tout à l'heure, quand vous avez fait les schémas que vous avez recopiés, au bout d'une certaine longueur, on retrouve également le même état vibratoire de la corde. D'accord? Si par exemple, j'ai un phénomène ondulatoire, là, j'ai une distance x, d'accord? Je ne suis pas, et ça c'est important que vous compreniez, je suis bien en x. Je ne suis pas avec une échelle temporelle. Je pourrais aussi très bien écrire mon nom de façon temporelle. Mais là, c'est en x. Si je me place ici, à ce point M, où est-ce que je retrouve le même état vibratoire? Sur cette distance, je me retrouve exactement dans le même état vibratoire. M1 et M2. M1 et M2 sont deux points distincts de l'espace, mais dans le même état vibratoire. Et là, j'attends une remarque. Or, ce point M1 et ce point M2, c'est deux points de l'espace qui sont différents, qui ne sont pas situés à la même abscisse. Donc là, vous avez une abscisse X2, et là, vous avez une abscisse X1. Donc, c'est deux points qui sont complètement séparés. Et pourtant, ils ont le même état vibratoire.
est-ce que ce point ici a le même état vibratoire que M1 et M2? Celui-là. Non, exactement. Parce que pour être dans le même état vibratoire, bien entendu, il faut être à la même hauteur, si vous voulez. Y égale Y2. Mais en plus, il faut avoir le même sens de variation de la fonction. Là, en M1 et M2, la fonction varie de façon décroissante. Alors qu'au point que je vous ai montré ici, la fonction varie de façon croissante. Donc en fait, la croissance d'une fonction, elle est décrite par quelle grandeur mathématique de la fonction? Comment vous caractérisez le sens de variation d'une fonction en maths? Là, je pose des maths, ça y est, personne. Alors, coefficient directeur, c'est pour les droites. D'accord? Et c'est vrai qu'on pourra assimiler cette portion à les droites. Maintenant, de façon plus généraliste, vous avez une fonction f de x. Comment vous trouvez ces variations? Bah oui, ça dépend de la fonction, mais justement, est-ce que vous avez déjà étudié le sens de variation d'une fonction? Croissante, décroissante. Quand vous faites vous avez déjà fait un tableau de variation? D'accord. Ça, vous notez pas, c'est passé, mais normalement, quand vous faites un tableau de variation, vous notez pas ça. Vous avez un intervalle d'étude, votre fonction f de x, et puis vous faites des trucs comme ça, clac. Mais sur la ligne, donc là vous avez, je sais pas, moins 10, 4, 8, plus l'infini, j'en sais rien, c'est des valeurs. Non, c'est pas égal ça. Mais justement, quelle est la ligne que vous remplissez là? F de x égale 0. Si f de x égale 0, ça ne va pas te donner le sens de variation. Et c'est quoi A? Vous avez vu les dérivés, non? Vous avez commencé à parler de dérivés ou pas? Bon. Donc, quand vous étudiez le signe de la dérivée, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et quand elle est nulle, vous obtenez un extrémum local. Vous n'avez pas vu ça? Ah, vous voyez, quand tu dis que moi je me sers de ces maths. Et ça, j'en ai besoin. Et pourquoi j'en ai besoin? On voit bien que, en fait, ce qui caractérise un état vibratoire, c'est pas la fonction mathématique uniquement, ça va être aussi la dérivée de cette fonction. Et donc, justement, pour dire qu'on est dans le même état vibratoire au point M1 et au point M2, il faut non seulement que la fonction qui caractérise ce point soit identique, mais aussi que la dérivée de cette fonction soit identique. Alors que si on regarde le point M1 et ce point que je vous ai montré ici, bien entendu, ils sont, du point de vue description de la fonction en elle-même, elles sont identiques. Mais si vous regardez la dérivée de cette fonction en ce point et en ce point, il y en a une qui va être positive, l'autre qui va être négative. Et donc, ils ne sont pas dans le même état vibratoire. Voilà encore le lien que vous devez arriver à faire entre maths et physique. Voilà, donc le tableau de variation, ça va. Pour le moment, vous ne voyez pas encore à quoi ça sert, ces tableaux de variation, les études de fonctions et tout et tout. Mais en physique et en chimie également, c'est essentiel. Je vous rappelle, vous avez besoin des maths pour pouvoir faire de la physique et de la chimie. C'est vraiment la clé. D'accord? On peut faire de la physique avec les mains, etc. Mais malgré tout, il y a un moment où vous allez bloquer.
Et l'outil mathématique est essentiel. Alors, l'an prochain, moi je vais revoir, je vais vous faire des tableaux de variation, des trucs comme ça, mais je vais vous faire des quadifs, je vais vous faire des choses que normalement le prof de maths ne va plus trop faire. Ça va être mon rôle. Mais je ne vais pas le faire à la façon matheuse, je vais le faire à la façon physicienne, à peu près. Alors, j'en étais là. Donc, M1 et M2 sont deux points distincts de l'espace mis dans le même état vibratoire, c'est-à-dire qu'ils sont décrits par la même équation mathématique. Il a marqué Y, quoi Y1 égale Y2. Simplement que l'ordonnée de M1 et de M2 sont identiques. J'en ai dans mon truc. Ok. Et donc, ces deux points, entre ces deux points, on n'a pas du tout le même état vibratoire. Par contre, la distance qui sépare ces deux états vibratoires identiques, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, par définition, la longueur d'onde lambda, c'est une périodicité non plus temporelle, où on n'a plus une échelle temporelle dans notre description, mais une échelle spatiale. D'accord ? La longueur d'onde lambda est une périodicité spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la plus petite distance séparant deux points du milieu, séparant deux points du milieu, qui doivent bien entendu être différents, selon ça a aucun intérêt, étant dans le même état vibratoire. Alors ça, je vais juste le rajouter. Ce que je vous ai dessiné là, c'est pas prévu de foutre dans le cours. Donc je le refais. Hop. Là. Tac. 1, 2. M1 et M2. 2, 3. 1. 2, 4. Ok. Est-ce que vous avez compris cette notion de longueur d'onde? Quand c'est vraiment une notion qui va être importante, l'an dernier on vous avait parlé de longueur d'onde. Pour les faits, je vous en ai encore parlé, la longueur d'onde de la lumière. Ce qui permet de dire en fait que la lumière, comme elle possède une longueur d'onde, c'est une onde. Bêtement. Alors, question. Puisqu'une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Quelle est la perturbation qui est à l'origine d'une onde lumineuse? Pour répondre à ça, vous allez copier. Mais à mon avis, là, vous ne trouverez pas. Donc, la lumière étant une onde, forcément, c'est qu'il y a une perturbation du milieu. Et en plus, la lumière, c'est pas une onde mécanique, par contre. Parce qu'une onde mécanique, elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. C'est pour des molécules d'air, un solide, ou un liquide. Par contre, une onde lumineuse se propage dans le vide. Et donc là, c'est un petit peu particulier à comprendre. Ce qui différencie donc le fait d'avoir une onde mécanique d'une onde lumineuse qu'on appelle une onde électromagnétique.
Mais forcément, si on donne le terme d'onde à un phénomène électromagnétique, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est perturbé dans l'espace. Qu'est-ce qui peut être perturbé? C'est à l'origine de la lumière. Comme on parle d'ailleurs, je pense que vous en avez entendu parler, on parle d'ondes gravitationnelles. Alors, et une onde gravitationnelle, ce n'est ni une onde mécanique, ni une onde électromagnétique, et pourtant, c'est une lésion. Alors, je suis pas d'accord, parce que dans le vide, tu n'as pas d'ion. Donc en fait, il y a trois types. Maintenant, vous connaissez trois types d'ondes. Les ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques, la lumière, et vous avez entendu parler de ces fameuses ondes gravitationnelles. Donc qu'est-ce qui peut être perturbé autre que le milieu? Pour les ondes mécaniques, c'est le milieu qui est perturbé. Qu'est-ce qui est perturbé dans le cas d'une onde électromagnétique? Qu'est-ce qui est perturbé dans le cas d'une onde gravitationnelle? Ah bah bien sûr, sinon on ne parlerait pas d'onde gravitationnelle. Et si vous arrivez à faire le lien entre toutes ces choses, ça va peut-être vous débloquer. C'est un truc de ce style, Quentin. Alors c'est pas exactement ça. Mais en fait, la gravitation, du point de vue d'Einstein, c'est une perturbation, c'est une déformation de l'espace et du temps. D'accord? Tout bêtement. Donc à partir du moment où on parle d'onde gravitationnelle, c'est que l'on perturbe cet espace-temps. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est simplement qu'on perturbe le champ gravitationnel de l'endroit où on est. Donc une onde gravitationnelle, c'est une perturbation du champ gravitationnel qui se propage dans l'espace-temps. Alors vous avez répondu à la question la plus difficile sur les ondes gravitationnelles. Donc maintenant vous savez qu'une onde mécanique, elle perturbe le milieu dans lequel elle se propage. L'onde gravitationnelle perturbe le champ gravitationnel dans le vide, tout bêtement. Et une onde électromagnétique, elle perturbe quoi? Exactement. Alors pas les champs électromagnétiques. Nous on a étudié les champs électriques. En fait, quand il y a un champ électrique, il y a forcément un champ magnétique qui va avec. Donc c'est pour ça qu'on parle de champ électromagnétique. Donc en fait, une onde lumineuse, c'est une perturbation du champ électromagnétique dans lequel on se situe. Puisque l'on baigne dans un champ électromagnétique constamment. D'accord? Voilà, donc vous connaissez à peu près les trois choses. Alors bien entendu, vous n'allez pas étudier la perturbation du champ électromagnétique ou du champ gravitationnel, des choses qui sont très complexes. Alors peut-être que vous le ferez, je vous le souhaite de le faire plus tard, c'est ultra intéressant. Mais disons que tout est lié. Si vous comprenez la perturbation des milieux matériels, vous allez pouvoir comprendre des théories beaucoup plus complexes. Et c'est ce qu'ont fait les grands physiciens. Ils ont réussi à animer des choses à partir de théories simples. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Ok, je définis un longueur d'onde. Dire que, comme c'est une longueur d'onde, lambda, elle s'exprime en mètres. Et lambda dépend du milieu de propagation. Et ça, c'est assez perturbant. La longueur d'onde va dépendre du milieu de propagation. C'est-à-dire, en fonction de là où vous êtes, vous n'allez pas avoir la même longueur d'onde. En fait, pour vous avez le son. Est-ce que vous avez le son déjà?
Et l'image, ça bouge. Oui, donc je disais, comme la longueur d'onde dépend du milieu de propagation, si on applique ça à la lumière, il y a un petit souci. Enfin non, c'est pas un souci puisque c'est un fait réel. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai une lumière rouge dans le vide, elle traverse un milieu, bah, peut-être que cette lumière elle sera bleue. Tout bêtement. Ça, on y réfléchira l'an prochain. Et c'est ce qu'on va appeler l'effet Doppler-Fizeau. Il y a plein de trucs. Ah, non, c'est encore autre chose. L'effet Doppler-Fizeau, c'est contraction à cause de la vitesse à laquelle. Non, je ne pourrais pas vous donner cet exemple. Vous oubliez ça. Mais disons qu'en fonction du milieu dans lequel on est, on peut avoir des longueurs d'onde différentes. D'accord, ça, il faut le retenir. Et on va juste terminer là-dessus. Bien sûr, le lien qui existe entre la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Donc, petit 4, lien entre la célérité de l'onde. La célérité, c'est V. Entre la période de l'onde et sa longueur d'onde. C'est sa périodicité spatiale. Donc, on va faire le lien entre la célérité, la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. En fait, c'est assez rapide. Puisque la célérité, c'est la distance que parcourt l'onde divisée par la durée. Hein, c'est ce qu'on a vu, vous connaissez. Bah, comment est-ce qu'on peut aussi définir, faire un lien entre la périodicité spatiale et la périodicité temporelle? Bah, la longueur d'onde, on peut avoir une autre définition, en disant simplement que c'est la longueur parcourue, la distance parcourue par l'onde en une période temporelle. Puisqu'elle a vibré suivant un mode de vibration bien précis en une période temporelle, et pendant ce mode de vibration, ben, elle s'est propagée sur une certaine distance. Et cette distance, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc voilà une autre définition de la longueur d'onde. On peut aussi dire, écrire que lambda correspond à la distance parcourue par l'onde en une durée T. Et donc quel est le lien? Puisqu'on sait que la célérité, la vitesse, la célérité de l'onde est V, bah, si elle a parcouru une distance lambda en une période T, voilà la définition de votre célérité par rapport à la longueur d'onde et la périodicité temporelle. Et comme 1 sur T c'est égal à F, on peut aussi dire que c'est égal à lambda et par F. C'est QFD. Voilà pour cette partie. Il me reste juste une toute petite partie à faire, qui sont les ondes sinusoïdales. Alors, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un petit peu compliqué. Ça fait appel à des sinus, des trucs comme ça. Et on le fera, j'allais dire lundi, mais non, lundi on ne se voit pas, c'est férié. On se voit que dans une semaine. D'accord? Bon, on se le fait mercredi prochain. D'accord. Et je vais donc, je vous enverrai pendant, je pense ce soir ou demain, le quiz sur le chapitre précédent. Et je vous demanderai deux choses. Ok? Alors, ça va être pour
10. On sera combien? Alors, pour mercredi, tac, ça marche pas. On sera le 3 juin. Merci. Donc, pour mercredi 3 juin, ce que l'on va faire, j'aimerais que vous arriviez à faire le TP de la page 323. D'accord. Celui-là, il est important. Et il y a une autre activité expérimentale, c'est juste pour que vous commenciez à faire un petit peu de Python. Le TP3, page 324. Là, c'est du Python. On va vous expliquer un peu de codage, et je pense que c'est important qu'on le fasse. Je vous conseille pour Python de télécharger Anaconda et Spider ou Jupiter. Ça, c'est pour vraiment, c'est ce que j'utiliserai le plus souvent l'an prochain pour faire du Python. Il y en a un autre, c'est ce qu'on appelle Ripple, où vous avez aussi un accès à Python, mais il bug un petit peu. Et je trouve que là, ce qu'il y a mieux, en plus, vous avez vraiment une belle interface qui est dessus, et vous pouvez travailler hors ligne, contrairement à d'autres, à Ripple. Voilà, et puis on fera les exercices. Donc je vais vous donner les premiers exos qu'on va faire. 9, page 330, 10, page 330, 14, page 330, 17, page 330. Il y en aura d'autres, mais voilà, faites vous commencez, je sais pas comment la difficulté de cela, je m'en souviens plus. Alors le 9, ça prend 2 secondes, le 10, ça prend 2 secondes, le 14, faut réfléchir un petit peu. Et le 17, c'est un peu que vous avez déjà fait en seconde, le 17. Voilà. Le 14 qui est un petit peu plus complexe. Après, on en fera d'autres. D'accord? Bien, voilà. Product individuel. Ok, parfait. Merci, Quentin. J'arrête l'enregistrement. Clac.